à tête froide, à J+1, et on va donc débuter avec la question centrale, et je vais te la poser d'entrée. Martin, a-t-on vu cette équipe de France trop belle? En tout cas, il y en a qui se sont trompés. Je ne sais pas si c'est eux, je ne sais pas si c'est nous, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais force est de constater que oui, on l'a comparé au Brésil 2002, on a convoqué quand même des grandes équipes pour parler d'eux. Bah oui, on s'est planté sur l'analyse, mais moi je pense que là, vraiment le cœur du sujet, là où c'est vraiment gouré, c'est sur le caractère de cette équipe-là. Et je pense qu'après le Paraguay, peut-être que nos analyses ont été un peu trop dithyrambiques sur le caractère de cette équipe qui est capable de se relever de tout, etc. Moi, je pense qu'on a confondu deux choses. On a confondu le caractère et l'amour-propre. C'est-à-dire que l'amour-propre, ça peut te permettre de te sortir d'une situation, de cette situation face au Paraguay, de répondre à des provocations. Mais l'équipe n'a pas vraiment été mise en difficulté face au Paraguay. C'était des provocations, voilà, fallait pas tomber dans un piège. C'était pas du caractère. Le caractère, c'est ce qu'il a manqué hier, et c'est peut-être ce qui manque à toute cette équipe-là. Et alors peut-être qu'elle n'a pas été suffisamment testée, peut-être qu'on peut s'interroger sur l'adversité qu'il y a eu jusqu'ici, et ça revient au même, parce que finalement, s'il n'y a pas eu une adversité assez grande, et ben on n'a pas pu voir le caractère de cette équipe-là. Mais moi, je m'interroge pas sur le talent de cette équipe-là, parce que ce qu'on a vu, on l'a vu de nos yeux. On a vu une équipe qui marchait sur les autres, et c'était pas que sur des petites équipes. Et de toute façon, ce débat petites équipes, grandes équipes, c'était aussi la Coupe du Monde. Ça, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais la Coupe du Monde, ça révèle quand même des caractères. Enfin, que tu joues la Suède en Coupe du Monde ou en qualif, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Quand tu fais un grand match, tu fais un grand match de Coupe du Monde. Point. Voilà. Moi, plus que l'adversité, c'est voilà comment elle n'a pas réagi quand elle était placée dos au mur, quand elle a été menée au score. Moi, c'est ça plutôt qui me déçoit. Et c'est là où on s'est tous plantés, parce que c'est ce que je disais aussi, c'est qu'ils nous ont tous vendus, on est froid comme des lames, on joue dans des grands clubs, on est des méchants. Voilà, bah, c'est pas ce qu'on a vu hier, quoi. Voilà, là, il y a eu pour moi tromperie sur la marchandise. Et de toute façon, oui, il faut prendre aussi notre part là-dedans. C'est que on les a montés a fortiori trop haut quand on voit ce qui s'est passé hier. Moi, je pense qu'est-ce qu'on les a vus trop beaux? Je pense qu'on les a vus comme ils étaient. C'est vrai qu'ils étaient beaux offensivement, spectaculaires, c'était magnifique, c'était de la régalade, ça plantait but sur but. On rappellera que des attaquants ont marqué, il n'y a pas un seul milieu de terrain qui est venu s'immiscer, et que ça partait partout, c'était du feu d'artifice, c'était fantastique. Et au moins, alors tu as parlé, je suis d'accord avec toi Martin, le pire d'hier soir, c'est pas d'émotion. C'est-à-dire que tu sors de là, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu peux perdre contre la Belgique en 2018 par exemple, mais tu auras eu quelque chose, tu auras eu un grand match, tu auras eu quelque chose qui t'aura arraché les tripes. Hier, il n'y a pas de trip, à la 56e c'est fini. Deschamps, je pense qu'à la 48e, il y croit déjà plus. On sent que c'est plié. Maintenant, le problème, c'est d'être spectaculaire, d'être beau. Ben, en fait, ça ne fait pas gagner une Coupe du Monde. C'est toujours pareil. Malheureusement, c'est ainsi. Ça ne fait pas gagner une Coupe du Monde. Et à part le Brésil, dans les années 70, qui peut gagner, dans 70, gagner une Coupe du Monde, tu ne gagnes pas une Coupe du Monde en étant beau, simplement. Cette équipe, hier, a pêché, surtout au milieu de terrain, là où il y avait besoin d'avoir du répondant face à l'Espagne. Ce n'est pas faute de le savoir. Est-ce que c'est un problème de caractère ? Peut-être, mais je pense que même avec du caractère, elle n'y arrivait pas dans ces conditions-là. On parlera de Didier Deschamps après. C'est-à-dire que je pense que tu peux avoir deux joueurs de caractère au milieu. Bah, l'autre est trop forte et il faut un peu s'adapter. Et moi, ce qui m'a étonné, encore une fois, au moins sur cette demi, c'est qu'il n'y a pas eu de plan B. Alors pourquoi il n'y a pas eu de plan B ? On l'a dit. On s'est fait taquiner, parce que j'avoue que moi je l'assumais, de dire 3 milieux. C'est qu'à un moment, cette équipe, tu l'as dit Martin, elle n'a pas été testée. Alors, c'est la faute de personne. Ouais. Parce que malheureusement, tu ne choisis pas tes adversaires, tu ne choisis pas le talent de l'adversaire que tu vas avoir en face. Le Maroc, on se disait, purée, ça va être un gros match. Finalement, les Marocains n'ont pas été très bons et les Français ont été bons. Donc, résultat, il n'y a pas eu ce moment où ça a vacillé. Et peut-être qu'il y a eu la petite étincelle, peut-être dans la tête de Deschamps et peut-être dans la tête des joueurs. Donc, on est arrivé en demi en jouant comme ça, ce qui était normal. Moi, je ne reproche pas le système du début du match. Mon problème, c'est qu'il y a un moment, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, tu dois changer, tu dois faire quelque chose. Ouais, la bascule. Et typiquement, on va reparler de la compo peut-être tout à l'heure. Plus j'y pense, plus je me dis déjà, Tchouaméni, de dire qu'il n'est pas à 100% de le faire jouer, c'est une erreur. C'est une demi-finale à Coupe du Monde. On pensait que ce serait Doué, c'est Barcola, mais tu peux très bien dire, mais en mettant Doué, mais sur les phases défensives, Deschamps sait faire ça en plus. C'est-à-dire quand vous replacez les gars, Doué, il va jouer quel rôle ? Le rôle de troisième milieu de terrain et bloquer un peu, parce qu'on sait qu'il peut le faire. Et
C'est rare, Martin, je ne sais pas ce que tu as en tête, par exemple, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples de matchs où Deschamps passe à côté complètement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'émotion d'espèce de petite mort de la dernière, mais là, c'est quand même à ce niveau-là. Il savait corriger, en fait, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, il a toujours corrigé. Et on la Suisse, quand même, il passe bien au travers, quand même, hein, quand il trouve Clément Langlais et compagnie. Tu as des circonstances que tu n'as pas hier, tu vois ce que je veux dire. Et on en reparlera mais c'est la Suisse, c'est pas l'Espagne. Hein. Oui, mais je pense que ils mènent 3-1. Bon, bref. On en reparlera tout à l'heure. L'histoire, c'est un truc qu'on a tenu souvent avec Deschamps, de dire qu'il se plante quand il se renie. Ouais. Finalement, cette équipe, elle renie un peu ce qu'il a été Deschamps. C'est pas forcément son ADN. Et il l'a payé, mais c'est assez terrible parce que, voilà. Et on s'est sûrement fait piège aussi. Moi, je veux dire le premier. Moi, je suis le rabat-joie, normalement. Avant la demi, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, quand même. Ça va le faire, ils sont trop bons. Mais parce que moi, je ne pense pas qu'on se soit trompé sur les Bleus. C'est-à-dire qu'on a analysé ce qu'on a vu et on a analysé aussi ce qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que cette équipe, et Ryan Cherki l'a très bien symbolisé, foutait la trouille à tout le monde. Quand le Maroc, finaliste de la dernière CAN, arrive et finalement adopte une posture victimaire avant même le coup d'envoi, à un moment, ça dit quelque chose aussi de l'état de puissance que dégageait cette équipe. Donc, on s'est enflammé. On a juste analysé ce qu'on voyait, c'est-à-dire que les Bleus marchaient sur tout le monde. Alors après, il y a ce débat qui est effectivement périphérique et qui est intéressant, de savoir est-ce qu'on a rencontré finalement des gros morceaux. On vous a mis en visuel un petit peu le parcours de la France et de l'Espagne avant d'arriver à cette demi-finale. Bon, alors... L'Espagne a pour elle d'avoir affronté deux équipes top 10, à savoir la Belgique et le Portugal. Moi, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur l'équipe de France. En revanche, on a mal saisi l'aspect polymorphe de l'équipe d'Espagne. C'est-à-dire que l'équipe d'Espagne, elle a fait une démonstration face à l'Autriche. On a dit, ça va, c'est l'Autriche, effectivement. Ensuite, elle a, face au Portugal, laissé le ballon parce qu'elle voyait que finalement, l'animation offensive portugaise ne faisait pas mal. Et elle a accepté ce schéma-là. Puis, face à la Belgique qui... Quand on a analysé le match de la Belgique, on se disait la Belgique, c'était quand même faible. En fait, la Belgique était faible, a été rendue faible par l'Espagne. Et ça, moi, je prends ma part, on a été peut-être incapable de le saisir et de le sentir. Et donc, en fait, l'Espagne a délivré son meilleur match au meilleur des moments. Là où les Bleus, et c'est aussi pour ça que c'est dur d'analyser les Bleus hier, les Bleus n'ont absolument pas appliqué le football qu'ils avaient appliqué depuis le début de cette Coupe du Monde. Un football qui était porté vers l'avant, un football avec un pressing qui nécessitait d'aller rentrer dans le milieu de terrain adverse. On n'a rien vu de tout ça. Il y a eu 20 premières minutes, on y reviendra, où il y avait des choses qui avaient été travaillées, mais le penalty a emporté tout ça et on n'a jamais revu l'équipe de France qu'on avait vue depuis le début de cette Coupe du Monde. Ouais, la bascule de ce tournoi, pour moi, c'est le penalty, effectivement, de Lucas Digne. Tu as dit, on a analysé ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. On a analysé ce qu'on a vu, oui. Et ce qu'on a vu, c'était très chouette et il ne faut pas non plus le balayer. C'est-à-dire que tu as eu quand même 6 matchs, si je ne raconte pas de bêtises, 6 matchs qui étaient souvent très bons, parfois géniaux quand même. Et c'est difficile d'analyser ce qu'on n'a pas vu quand même. C'est difficile d'anticiper ce qu'on n'a pas vu et c'est même impossible par définition. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on n'a pas vu, c'est le caractère de cette équipe-là. C'est-à-dire que quand tout roule, tu sens que quand tout se met en place, mais à l'image de Michael Olise. Michael Olise, il fait une Coupe du Monde, on y reviendra sans doute après, mais Michael Olise, il fait une Coupe du Monde où il est très bon quand il est dans le confort. C'est-à-dire quand il a de la place, quand on le laisse un peu jouer ou quand les autres se concentrent un peu sur ses coéquipiers. Voilà, quand il a de l'espace, quand il a le jeu devant lui, Michael Olise, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Et ça, je renie pas ça. Qu'on l'ait dit, je lui ai mis 9 face à la Suède, il méritait son 9 face à la Suède. En revanche, quand il a moins d'espace, quand les adversaires sont un peu plus sur son dos, ou quand ça met des taquets, comme le Paraguay, comme c'est un joueur de confort aujourd'hui, ça ne le sera peut-être plus demain, c'est plus compliqué. Cette équipe de France, elle est un tout petit peu à cette image-là quand même, quand on regarde le parcours jusqu'ici. Dès que ça court autour d'elle, dès que ça propose autre chose, ça coince. Et ça, c'était difficile de l'anticiper quand même, parce qu'on l'avait pas vu, parce que la dernière équipe à avoir proposé ça, c'était peut-être l'Espagne il y a 1 an. Et on a dit justement que cette équipe de France-là, elle avait changé. Oui, parce qu'en fait, elle avait gonflé avec ses certitudes. C'était devenu un monstre. Et puis, elle avait changé de défense entre-temps. Force est de constater que ça n'a pas suffi et que ce qui était vrai il y a 1 an, il reste quelque chose de ça. Il reste un fond de sauce, comme dirait Maxime Dupuis. Ouais. Pour moi, Deschamps, il a été prisonnier de 3 choses à la fin de cette Coupe du Monde. De son attaque,
parce que plus ça avançait, comme tu l'as dit Martin, plus ça fonctionnait, plus tu ne pouvais pas reculer. C'est impossible de sortir un attaquant avant cette demi-finale. Ça n'aurait pas été compris et ça aurait été presque à l'encontre de la logique. Je pense aussi, il a été aussi prisonnier des statuts, parce que justement, les remplacements qu'on attend hier, c'est que Dembélé sorte ou Olysée sorte. Et encore, j'aurais plus fait sortir Dembélé, parce qu'Olysée, j'avais envie de penser que sur une passe, sur un geste, ça pouvait jouer. Et puis la troisième chose, c'est évidemment le format de la Coupe du Monde, je le redis. Je veux bien, Martin, tu diras, il restera des choses sympas. Ah oui, mais sauf que malheureusement, aujourd'hui, à l'échelle du football français, ce sera un astérix dans l'histoire du football français, parce que oui, cette équipe a mis beaucoup de buts, cette équipe a régalé, mais le problème, c'est comme ça me fait penser au Tour de France. Tu as fait de la moyenne montagne, le jour où tu es arrivé à l'Alpe d'Huez, tu as coincé dans la première montée et tu n'as pas réussi. Et tu vois, je pense hier que le confort aussi, c'est aussi le football d'individualité. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont bien quand ils sont dans les meilleures conditions, quand ça se déroule bien. Hier, ce qu'il aurait fallu, c'est 3 Rabiot. Avec 3 Rabiot au milieu de terrain, je pense que tu as une chance de... Est-ce que j'allais dire, c'est 11 Rabiot. J'allais dire, c'est 11 Rabiot. Voilà. Ouais. Mais comme ça, c'était pas possible. Et c'est vrai que c'est embêtant. En fait, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord et pas d'accord avec le pénalty. De toute façon, on ne saura jamais. Mais est-ce que sans ce pénalty-là, il y avait match ? Je suis pas sûr. Je pense que oui, en effet, il y aura peut-être une ou deux opportunités. Mais j'arrive pas à savoir. En fait, on peut pas savoir. C'est ce que nous dit Floret, Stan Rodriguez. Objectivement, je pense que l'Espagne a été forte, c'est vrai. Mais j'ai aussi le sentiment que c'est l'EDF qui sert sur un plateau d'argent la victoire de l'Espagne. C'est aussi ça qui est frustrant dans cette demi-finale, c'est que l'Espagne a été fantastique dans la gestion du rythme, etc. Mais l'Espagne n'a jamais été sortie du schéma préférentiel qu'elle avait imaginé autour de ce match-là. C'est ça qui est le plus frustrant. Donc finalement, on n'en sait rien de ce que vaut vraiment l'Espagne. Finalement, l'Espagne, quand elle est dos au mur, est-ce qu'elle a autant de certitude que ça ? On le sait presque toujours pas. Alors, elle a vu des adversaires un peu plus costauds que ceux que les Bleus avaient croisés jusqu'à présent. C'est vrai, et il faut lui reconnaître le mérite d'avoir réussi à appliquer le plan A qu'elle avait imaginé, contrairement aux Bleus. En revanche, moi, je ne sais pas... Si les Bleus avaient réussi à égaliser, d'ailleurs, je crois que c'est Ryan Cherki qui dit ça à un moment hier, si les Bleus arrivent à revenir à un partout, qu'est-ce qui se passe ? On n'en sait rien. Et si les Bleus n'encaissent pas ce penalty bête dès la 20e minute et permettent finalement à l'Espagne de rentrer dans le schéma idéal pour eux, je ne sais pas si le match est le même. Donc, mais ça, c'est des grands si. C'est peut-être la grande force de l'Espagne. Oui, parce qu'ils foutent le ballon au congélateur. Exactement. Non, mais la grande force de l'Espagne, c'est peut-être de ne jamais être vraiment dos au mur, en fait. C'est bien sûr. Et tu vois à l'Euro, contre l'Allemagne, ils mènent au score, les Allemands reviennent. En fait, c'est un jeu aussi. Et c'est pareil, j'entendais, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais l'Espagne a rarement des milliards d'occasions. C'est encore une fois, c'est une équipe qui vous endort. Comme sur le deuxième but, elle sait vous faire venir à elle sait vous anesthésier. Et derrière, ça pique. Et c'était ça qui était intéressant dans l'avant-match, on l'avait dit, c'est qu'on avait vraiment 2 footballs différents, 2 logiques différentes. Et c'est ce qu'on avait vu lors des 20 premières minutes, où justement, notamment Maignan qui attendait pour faire des relances, pour piéger. Un plan qui avait été travaillé. Ça c'est sûr qu'il y avait un plan, on l'a vu dès la première minute, ça c'est certain. Mais il n'a pas résisté à la première erreur individuelle. Et puis le pire, c'est ça. Quand vous êtes mené face à cette équipe, en plus vous n'avez pas les clés, vous donnez pas les moyens de récupérer le ballon, parce qu'on a beaucoup loué le travail défensif de cette équipe de France, les attaquants. Alors, je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit. Oui, il y a eu des efforts, mais c'était quand même pas devenu Kvaratskhelia et le Dembélé du PSG non plus. Voilà, c'était pas non plus. En plus, hier, c'était désordonné. C'est-à-dire que vous revoyez le plan. C'était brouillon. Le problème, c'était brouillon. Et même regarde l'appel d'Olmo dans le dos. L'appel d'Olmo dans le dos de Koné sur le deuxième but. Parce qu'il se fait aspirer, puisque tu n'as personne qui compense derrière. Hier, on peut pas dire qu'ils n'aient pas fait les efforts, mais d'ailleurs, Mbappé, il est terrible de ce point de vue-là, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, nous, on montait sur les centraux, mais du coup, tu avais une supériorité au milieu. C'est-à-dire que lui, même sur le terrain, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as le brassard autour du bras, fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on attend aussi tout ce que tu nous racontes là depuis un mois et qui était sans doute sincère. Voilà, tous autour du même objectif, machin. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu regroupes tes troupes et que tu dises, OK, là, ça va pas. On change. On fait autre chose. Les mains dans la merde, c'était hier. Deschamps. Mais oui, exactement, les mains dans la merde, c'était hier. Non, hier, ils ont gardé leurs gants de soie. Voilà, ils ont gardé leurs gants de soie et ils n'ont pas mis les mains dans la merde. Et ils nous ont dit, après le Paraguay, que c'était pas une équipe justement d'artistes et que ça pouvait être aussi une équipe de combattants. Non, c'était pas une équipe de combattants hier et c'était pas une équipe non plus intelligente.
C'était pas une équipe. Ils sont restés sur leur rail, quoi. Et c'est ce truc-là qu'on peut leur reprocher 100 fois, parce que l'analyse de Mbappé, elle est bonne après le match. L'analyse de Cherki, elle est Ouais. bonne après le match. Et vous l'avez vu comme nous, vous l'avez vécu et vous avez senti les mêmes choses que nous. C'est quand même dingue qu'il n'y en ait pas un. Si Deschamps comprend pas, si Deschamps il passe à côté de son match, mais ouais, bah alors qu'il y en ait un qui prenne le manche. Et personne n'a pris le manche. Quand je vois l'attitude de Kylian Mbappé après le deuxième but espagnol, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils se prennent un but, effectivement, hein, c'est un but tableau noir. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il fait ça. Il fait, voilà, Ouais. j'en ai marre. Mais non, t'es capitaine. Ça fait un mois que tu nous fais des leçons de capitanat. Là, tu regroupes tout le monde. Il reste du temps. Tu regroupes tout le monde dans ton camp et tu dis, OK, les gars, ça se passe pas bien. On se fait tailler là. On se fait percer ici. C'est comme ça qu'il faut qu'on reprenne la trame de ce match-là. Mais jamais, jamais. Les 11 se sont remis à leur poste. Tous à leur poste, de façon schématique et caricaturale. Tous. Et ils ont donné le coup d'envoi. Et puis, c'était reparti. C'était reparti. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, Yann. C'est ça que je ne comprends pas, c'est ça que je n'accepte pas. Je remets pas en cause tout ce qui s'est passé avant, mais ce truc-là, pour moi, c'est le péché du jour. C'est-à-dire que tu dois te remettre dedans et tu dois te dire, OK, là, il y a un truc qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont jamais posé cette question. Il en a gros sur la patate. Ouais, non, mais il a raison. Kevin, qui est un peu taquin Non, mais avec nous, c'est qui nous franchement, dit... pardon, mais non, mais hier les attitudes, non. Enfin, mais Ouais. Deschamps sur Non, mais l'arbitrage, c'est pareil. et Non, c'est je pas sais, possible. et je fais C'est pas une possible. fixette sur cette image-là, mais regardez le match, regardez à la 48e minute, il y a un plan sur Deschamps assis sur son banc. Ouais. Je ne l'ai jamais vu comme ça, mais vraiment. C'est-à-dire Ouais, il est que vous n'êtes pas à la enfoncé. Ouais. 92e, vous êtes à la 48e, et il est complètement affaissé sur son siège. C'est pas Deschamps. Deschamps, à ce moment-là, normalement, il est debout devant son banc, en train de montrer du doigt, en train de hurler aux joueurs ce qu'il doit faire. Et c'est vrai que très vite, ça a été comme ça. Et le deuxième but, c'est la 56e, je crois. Mhm. Et il reste quand même quasiment reste du une mi-temps temps, pour y arriver. Il reste au moins 40 minutes avec les arrêts de jeu pour espérer quelque Et chose. c'est là qu'on se dit que les changements tardent à venir. On en Ouais. parlera à Didier Deschamps, on en a beaucoup parlé hier. Mais déjà, la seule fois où on a vu Deschamps actif sur son banc, c'était pour l'arbitre. gueuler contre l'arbitre, aller voir le quatrième arbitre. Mais franchement, mais dès le début, il s'est complètement trompé de combat là, ou d'adversaire, Didier Deschamps. L'adversaire, c'était pas l'arbitre, l'adversaire, c'était ses joueurs qui faisaient n'importe quoi, ou lui-même, qui ne mettait pas le bon plan de jeu en place. Et qu'il ait pas eu cette lucidité-là, ça, j'ai du mal à me l'expliquer quand même. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Alors, il faudrait qu'il nous fournisse d'autres explications que celles d'hier qui, pour moi, n'étaient pas les bonnes et qui n'étaient pas suffisantes surtout. Et il a parlé du physique. Franchement, le physique, sérieusement, Non, alors non. qu'on voyait une montée en puissance et qu'en plus, ils ont eu un jour de repos, qu'ils n'ont pas pris l'avion. Ok, tu fais pas tourner contre la Norvège, mais ça, à la limite, c'est presque de ta faute. Mais non, le physique, non, c'est pas acceptable. Après, il parle de la technique. Ouais, la technique, il y a eu du gros déchet technique. Ok, mais il y a une explication derrière tout ça aussi quand même. Et après, il nous dit l'arbitre. Non. Ça, je peux pas accepter. Ils sont tous passés au travers et lui le premier. Et il va falloir avoir des explications quand même. En plus, la technique, tu sais que tu vas être battu par les Espagnols. Alors, technique individuelle, peut-être pas, mais le problème, c'est que la technique individuelle, ça sert parfois à sortir de situations difficiles, mais c'est pas avec ça qu'on gagne. C'est-à-dire qu'il faut de la technique collective. Tu sais que tu es battu là-dessus. Tes individualités sont très fortes, mais ça fait pas la meilleure équipe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la déclat de Luis de la Fuente, on va la voir, qui dit, elle arrive, je pense, nous avons affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais en face, il y avait la meilleure équipe du monde. C'est essentiel, on est une équipe. Alors, je pense qu'il dit pas ça c'est pas par forfanterie, c'est pas pour claironner que c'est le meilleur, mais bien avec il a Deschamps. raison. C'est ça, c'est que lui, il a une vraie équipe. On a beaucoup parlé, on va pas revenir au mois de mars, on a 2 équipes, etc. Oui, ça sert à rien d'avoir 2 équipes, il faut en avoir une très bonne. Et là, on a vu que l'Espagne avait ça. Et parce que ça correspond aussi, je trouve, à leur ADN. Oui, mais ça correspond aussi au nôtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se vanter à l'année de dire la France est devenue le meilleur pays formateur parce qu'on forme des joueurs qui sont individuellement au-dessus de la moyenne, et c'est vraiment la réalité de notre football aujourd'hui. Oui, mais on ne forme pas de la même manière que l'Espagne qui forme des équipes. Donc moi, je veux bien entendre qu'on dise il faut faire le modèle espagnol, mais en fait, c'est pas. Non, mais je parle pas de toi, Maxime, mais c'est un truc. On nous a dit il faut faire comme les Espagnols, machin. Bah, déjà, il n'y a pas qu'un seul type de football, et ensuite, il faut aussi s'appuyer sur les qualités qu'on produit. On en produit des joueurs, mais en quantité faramineuse. Réussir à créer des choses en termes d'équipe
c'était la mission de Didier Deschamps, ça a marché, mais pas suffisamment face à l'Espagne, et on a vu qu'il y avait des limites. Mais remettre tout en cause un modèle simplement parce qu'on a été battu collectivement par une équipe d'Espagne, dont c'est le modèle justement d'être collectif, c'est un peu vite oublié que parfois les individualités XXL des Bleus nous ont permis de nous sortir de situations incroyables et d'être champions du monde. Mais je pense qu'il y a un ADN qui est vrai pour l'Espagne. On l'a vu, ça fait 16 ans, maintenant bientôt 20 ans qu'on le voit, cet ADN, c'est le même. Là, on parlait de l'équipe de 2008, 2010, 2012. C'est une équipe qui confisque le ballon, qui ne vous le rend pas et qui pique quand il faut. Je pense que l'ADN de l'équipe de France n'est pas celui qu'on a vu sur cette Coupe du Monde-là. C'est peut-être un ADN moins réjouissant offensivement, mais il faut aussi respecter ça. Et peut-être, comme tu le dis, dire on va copier l'Espagne, ça n'aurait aucun sens parce qu'on va regarder le milieu de terrain, ça serait vite vu, on ne peut pas faire. Mais c'est un milieu de terrain qui, normalement, doit mettre un peu plus de peps, un peu plus d'engagement, tout ce qu'on n'a pas eu mardi soir, finalement. Non, mais en fait, ce qui manque pour moi sur le mandat de Deschamps, mais ça aussi, ça fait partie de l'ADN de l'équipe de France, c'est que, oui, tu n'auras jamais la technique ou le talent collectif de l'Espagne et tu n'auras jamais non plus la grinta de l'Argentine, qui nous a torpillé en 2022 et ce qui nous a torpillé 4 ans plus tard. En fait, c'est ces trucs-là qui vont te manquer tout le temps. Donc, concentre-toi sur toi, ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire, c'est que quand même, je pense que tu es individuellement, et ça compte quand même, une équipe, des talents qui sont largement au-dessus des autres. Je pense qu'en transition aussi, tu es une équipe, et ça date pas d'aujourd'hui non plus, ça, une équipe qui est largement au-dessus de la moyenne et construit autour de ça. Tu as été champion du monde en 2018, tu fais une finale en 2022, tu es demi-finaliste aujourd'hui. On ne peut pas dire non plus qu'on soit complètement hors sujet depuis 20 ans en France. Au contraire. Mais quand on se confronte à ces modèles-là, qui sont eux aussi des modèles qui vont chercher très, 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 très loin, qui poussent le curseur très, très, très loin, et ben oui, à un moment, ça se heurte et tu touches à tes limites. Voilà, c'est tout. Et MHCA qui nous dit on forme des athlètes sans identité claire, adaptables à chaque équipe. Mais c'est justement ce qui fait la force de notre football. Donc en fait, on peut revenir là-dessus, imaginer un nouveau truc, avoir un nouveau DTN qui met un nouveau cap. Ok, mais en fait, en faisant ça, on a parmi les meilleurs joueurs du monde. Et ça nous a déjà permis de gagner par le passé ou d'être très proches. Donc moi, je ne suis pas sûr qu'il faille prendre le modèle espagnol comme modèle absolu. Ce serait aller à l'encontre de ce qu'on est vraiment. Il faut accepter qu'on ait une équipe qui forme des individualités, qu'on ait une nation qui forme des individualités qui se détachent, qui vont dans les plus grands clubs européens. La mission du sélectionneur, et c'est là que c'est compliqué, c'est de réussir à mettre ça en musique. Et Deschamps a quand même... On y reviendra, mais à apporter une certaine garantie à ce niveau-là. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille tout remettre en cause au lendemain d'une élimination en demi-finale de Coupe du Monde. Quand même, si on avait été sorti en 16e par la Suède, ok, là... Mais on est un football sans identité, en fait, remarquable. C'est-à-dire que, Clairefontaine, tu parlais du DTN, qui est capable... Alors déjà... Qui est le DTN aujourd'hui ? Qui est le DTN ? C'est Hubert Fournier, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est sa politique ? Déjà, on pourrait parler de politique sur le DTN, mais... entre Deschamps et lui, il n'y a pas trop de lien. La seule fois où on a entendu parler des deux, c'est quand il critiquait la gestion des tirs au but par l'équipe de France. Donc il y avait un peu de friture sur la ligne. Mais est-ce qu'on peut le regretter de par cette logique espagnole ? Peut-être, mais en tout cas c'est comme ça et ça ne réussit pas si mal le football français. Simplement, je pense que ce qui me perturbe plus, moi en fait, plus j'y pense, c'est qu'on a joué 3 fois l'Espagne en 2 ans. Et on n'a jamais trouvé la clé. Et voilà. Et on ne trouve pas la clé. Et même pas un début. Je ne peux même pas dire que c'était mieux. Je me demande si la meilleure fois, ce n'était pas la première. C'est-à-dire qu'on mène 1-0, il y a une occasion pour revenir à 2-2. On perd parce qu'ils sont plus forts. La deuxième fois, ils prennent une énorme raclée. Je veux bien qu'ils reviennent à 5-4, mais il y a 5-1. Et je crois que c'est la première fois que Deschamps, et la seule fois d'ailleurs, je crois, pendant son mandat, qu'il prend 5 buts. Et force est de constater que hier, c'est pas terrible non plus. C'est presque ça qui me dérange, c'est de me dire... Mais finalement, qu'est-ce qu'on a retenu de ces 2 matchs-là, de ces 2 demi-finales avant ? Pas grand-chose, finalement. On s'est remis dans la gueule du loup et on s'est fait manger tout cru. Des petits commentaires peut-être pour agrémenter ce débat. Alors, on nous signale un commentaire, Maël Pez. 3 défaites d'affilée pour comprendre quelque chose. Maintenant, contre l'Espagne, il faut jouer à 3 milieux. L'Euro 2024 n'est pas un exemple. Il n'y avait aucun pressing. Oui, de toute façon, là, par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que c'est notre némésis, l'Espagne, désormais. On parlait de bête noire à J-1. Il faut être très clair là-dessus. Leur football ne correspond pas. En tout cas, leur football est parfait pour nous faire déjouer. Et moi, c'est ça qui me dérange.
Pas que nous, évidemment. Mais Mm. je pense que cette équipe d'Espagne a des failles, si tant est qu'on ait cherché à appliquer le plan Oui. qu'on avait imaginé, c'est-à-dire leur rentrer dedans au milieu de terrain, et même avec deux milieux de terrain, si je caricature. Je pense que si tu mets Manu Koné, Rabiot, et que tu dis, OK, les gars, par contre, là, ça va être pressing, on laisse des espaces dans notre dos, OK, mais on a de quoi faire. Si on avait mis peut-être Théo Hernandez plutôt que Dean, si on appliquait ce plan de jeu-là, t'y vas avec tout ce que tu as, je pense qu'il y a moyen de faire vaciller cette équipe. Là, on y a Ouais, pas mais été pas avec avec. tout ce qu'on allait. Ouais. Bah, Ouais, le mais il y a problème, aussi c'est un qu'on ne truc sait qui pas. t'handicape dont on n'a pas parlé. Ouais, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'aussi la blessure de Saliba, bah, ça t'empêche aussi d'être très très agressif et de défendre très Ouais. très haut. Donc je pense qu'aussi mais c'est un des cailloux aussi d'hier À mon dans sens, la c'est chaussure de plutôt. l'équipe de France. À mon sens, c'est plutôt Ouais. l'état physique de Tchouaméni Ouais, moi, ouais. qui fait Aussi, ah bah bien sûr, non mais bien en sûr, fait, ça crée un évidemment. déséquilibre au milieu Non de mais terrain. c'est ça, C'est-à-dire, plus on ça, se plus dit, ça, bien sûr. on va aller attaquer. Et quand tu vois les matchs de Dani Olmo et Fabien Ruiz, ils se sont régalés parce que Tchouaméni n'était pas Mais en capacité d'aller faire ce qu'a fait mais Rabiot c'est- pendant toute la première période, mais avancer oui, en défendant. Et du coup, derrière, bah, tout était désynchronisé. Et revoyez le deuxième but. Il y a une séquence formidable qui est une séquence aérienne. Le deuxième but espagnol, il est magnifique. C'est un ballet et c'est une symphonie. Revoyez les Bleus. Ils sont mais à la ramasse au pressing. Ils sont complètement désordonnés. Et il y a presque 2 secondes d'écart à partir du moment où ils arrivent sur le joueur. Le ballon, il est déjà parti. Il est déjà parti au copain d'à côté. Donc ça vous dit quelque chose sur la désynchronisation du pressing dont Mbappé a très bien parlé. C'est-à-dire que tactiquement, il y a eu un énorme raté de Didier Deschamps qui n'a pas été corrigé pendant 90 minutes. mais t'en as que deux hier qui ont été bons. Il y en a Ouais. que deux, c'est Upamecano et Rabiot. Les deux seuls qui ont mis un engagement fou. Les deux seuls qui sont allés les chercher. C'est tout. Et Rabiot, moi, pendant 25 minutes, on ne voit que lui sur le terrain. Que lui. Et je reviendrai pas parce que vous en avez sans doute parlé hier, sur la décision de Deschamps de le sortir. Ah, Mais si, celle-ci vas-y. aussi, non, mais celle-ci, elle est dure à encaisser. Non, mais celle-ci, elle est très dure à encaisser. Parce que là aussi, il est rattrapé par une forme de frilosité et d'attentisme. Parce que c'est la solution la plus facile, la plus simple. Effectivement, il passe peut-être à deux doigts et encore de se faire expulser. Bon, sur la faute dans les arrêts de jeu de la première période. Bon. Mais c'est trop facile, en fait, de faire ça. Tu te qualifies pas pour une finale de Coupe du Monde sans prendre un minimum de risque. Tu vois que ton meilleur joueur sur le terrain, il y en a qu'un qui est là dans le combat, il y en a qu'un qui permet de rester encore en vie, et tu le sors parce qu'il a un carton jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais que c'est des gens qui sont pas de mon avis, mais Et- là, c'est Ah, pas possible de raisonner comme ça. C'est pas mais- possible. Et encore une fois, là, tu as un Didier Deschamps qui est, sur ce match-là, et j'insiste, sur ce match-là, conservateur. C'est pas possible d'être aussi conservateur dans ce choix-là. Putain, mais fais-lui confiance à Rabiot. Il a quel âge, Rabiot? Il en a joué combien des matchs comme ça? Du match contre le Sénégal jusqu'à cette première mi-temps-là, c'est ton joueur le plus important avec Kylian Mbappé. C'est celui qui est régulier. C'est celui qui n'a pas un trou d'air. C'est ton meilleur joueur. Avec Mbappé, évidemment, mais c'est celui qui te tient la baraque. Et face à l'Espagne, qui te met une danse, face à l'Espagne, dont tu sais que c'est l'équipe la plus compliquée à jouer depuis le début de la compétition, bah, tu l'enlèves. Donc, c'est-à-dire que le mur porteur, tu la bats à la 45e minute. Allez, on fait 100 murs porteurs. Évidemment que tu vas te prendre le toit sur la gueule. Hein. Évidemment.